J'ai lu ton mail. Hello, bienvenue dans Productif et Serein, émission sur la procrastination, deuxième série cette fois-ci, toujours avec Geoffrey et Jean-Phi. Salut Geoffrey, salut Jean-Phi. Salut Romain, salut Jean-Phi. Salut Romain, salut Geoffrey. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors j'espère que depuis la dernière fois vous avez changé vos langages, vous dites je choisis de et par quoi je démarre. Et on va voir maintenant la suite avec Geoffrey. On est très impatients Geoffrey. Écoute, continuons sur cette thématique de procrastination, si ça convient à tout le monde. Alors effectivement, donc on a vu dans le dernier épisode, si vous l'avez pas écouté, je vous invite à le réécouter ou à l'écouter tout simplement. Commencer par l'épisode précédent, ça vous donnera un petit peu plus d'éléments sur qu'est-ce que c'est que la procrastination, pourquoi on procrastine. Donc on a vu qu'on procrastine pour se protéger, c'est un mécanisme, une habitude qu'on prend pour protéger notre valeur, pour se protéger de cette to-do list longue qui n'en finit pas et de plein d'autres choses, et c'est par là qu'on va redémarrer. On procrastine souvent quand on a peur de l'échec. On a vu avec l'histoire de la planche qu'on risquait de tomber. Du coup, j'ai peur de me planter, je fais pas. Il y a un enjeu énorme et du coup, je fais tout le reste sauf ce que j'ai à faire. Ça, c'est la peur de l'échec. Mais je procrastine aussi quand j'ai la peur de réussir. Alors, vous allez me dire, mais c'est un peu antinomique. C'est quoi cette histoire de procrastination quand j'ai peur de réussir ? Bah oui, parce on va que le dire. Exactement, j'anticipe une très très bonne question. En fait, pourquoi est-ce que la réussite peut faire peur ? Parce que si on a peur de l'échec, réussir finalement, c'est potentiellement échouer avec encore plus d'enjeux. C'est-à-dire, je réussis, je passe au niveau du dessus. Oui, mais si je me plante après ? Si je me plante après avoir réussi, ça veut dire qu'au lieu de tomber de 1 mètre, je vais tomber de 5 mètres ou je vais tomber de 10 mètres. Donc, plus je réussis et plus je monte, plus je vais tomber de haut. Donc, la peur de l'échec, il y a un élément comme ça, c'est j'ai pas envie de trop bien réussir parce que si je réussis trop, du coup, je vais me casser la figure de bien plus haut. Dans la peur de l'échec, il y a aussi l'entourage. C'est-à-dire, oui, mais si jamais je réussis, qu'est-ce que les autres vont dire de moi ? Qui suis-je pour réussir et pour cartonner sur ce sujet, etc., etc. Ça va rejoindre le syndrome de l'imposteur en fait, ce que tu es en train de dire. Tout à fait. Ça rejoint d'une certaine manière le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que j'ai réussi, mais est-ce que c'est un coup de bol ou est-ce que vraiment j'ai réussi quelque part ? Est-ce que j'ai pas eu un gros coup de chance à ce moment-là et du coup finalement je sais pas reproduire le truc et je vais me planter, etc. Donc, je procrastine pour éviter la peur du succès. Et au-delà de la peur de l'échec et de la peur du succès, il y a aussi le simple fait de se protéger. On a dit, j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais alors, pourquoi est-ce que je me protège quand je procrastine ? En fait, c'est une manière d'éviter l'autorité. Procrastiner, c'est-à-dire mon boss m'a donné ça à faire. Je peux pas lui dire non. Du coup, je vais faire tous les autres petits trucs à côté. Et du coup, je vais faire des choses. Si jamais il me demande qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait ça. Ouais, mais t'as pas fait ce que je t'ai donné. Non, mais je vais m'y mettre. Voilà. Donc en fait, c'est une manière de protéger notre intégrité, de protéger notre capacité à résister, qui est super importante dans la conviction qu'on a à exister en fait. Jean-Philippe, tu voulais intervenir. Oui, merci. Alors là, c'est dans le moment où on a un boss, quand on est entrepreneur ou quoi, qu'on n'a pas de boss en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'assimile à ce patron ? Est-ce que c'est les injonctions sociales ? Est-ce que c'est quoi ? Ça peut être plein de choses. Ça peut être l'État. L'État qui te demande de faire ton bilan de fin d'année ça peut être la TVA que tu dois faire tous les mois en tant qu'entrepreneur. Ça peut être un client qui te dit monsieur le fournisseur, le prestataire, je voudrais votre devis pour demain après-midi sans faute. Et puis j'ai envie d'un devis que je vais présenter à toute l'équipe, donc vous avez intérêt à faire un truc bien étayé, etc. C'est toute contrainte extérieure qui s'impose à nous. Toute forme d'autorité. Et même l'autorité qu'on se met à soi-même, c'est-à-dire que souvent, la plus grosse autorité, c'est notre petite voix qui nous dit « mais il faudrait que tu fasses ça, c'est hyper important », etc., etc. Donc, procrastiner, ça nous aide à résister et à préserver notre intégrité face à l'autorité. Voilà. Donc, c'est vraiment un moyen de défense qu'on apprend et qu'on développe.
Voilà, et donc du coup, le fait de préserver, le fait de résister aux autorités, c'est aussi une manière de préserver notre estime de soi. C'est-à-dire que lorsque je procrastine, je donne pas la meilleure version de moi-même. Je prends pas de risque. Imaginons que j'ai un truc à rendre, un étudiant, les étudiants sont très très bons procrastinateurs. J'ai une dissertation à rendre dans 3 jours. Je vais procrastiner. Je vais la faire finalement en 5 heures, alors que j'aurais pu la faire par petits bouts, y réfléchir, revenir, l'améliorer, etc. La note que je vais avoir sur l'évaluation que je vais avoir sur cette dissertation que j'ai fait en 5 heures au dernier moment, ça peut pas être une réflexion de ce que je vaux réellement, parce que je l'ai fait au dernier moment. Du coup, si vraiment je m'y étais pris plus tôt, j'aurais fait quelque chose de mieux. Donc, je préserve l'estime que j'ai de moi-même. Je prends pas de risque. Hyper intéressant. Ça me rappelle une collègue de fac mais c'était typique, quoi. Et il y avait ce côté derrière. Je sais pas si tu vas en parler ou pas, ou si ça joue dans la procrastination, mais tu lui donnais un truc à faire avec 3 semaines, mais avec une deadline, etc. Un truc qui demandait 3 heures, elle allait s'y mettre que 2 heures avant la deadline. Et elle allait être par contre invivable pendant les 3 semaines, parce que il faut que je fasse machin, et toi, est-ce que j'y vais, super saoulante. Plus ça approchait, plus elle était difficile à vivre. On va dire ça comme ça. Et alors après, elle faisait le truc en 2 heures, elle y arrivait. Bon, mais il y avait sans doute ce côté que tu viens de dire là, de se dire, bon, de toute façon, ça vaut pas vraiment, si j'avais vraiment, tu vois, si je m'étais mis vraiment, ça serait pas comme ça. Mais il y avait un côté autorécompense derrière de se dire, et quand même, j'ai réussi en 2 heures à le faire. C'est quand même pas mal, genre. Mais tu vois que c'était plus interne. Il fallait vraiment aller la chercher pour avoir ce truc-là. Mais ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, je vais tout à fait dans ton sens, que j'ai beaucoup vu dans l'événementiel. C'est vrai que dans l'événementiel, on est souvent à gérer des trucs de dernière minute, et parfois c'est tout à fait légitime. Je veux dire, c'est un job où il y a plein de trucs qui arrivent, il faut aimer l'urgence, etc. Et parfois, tu as des personnes qui créent de l'urgence, parce que ils savent qu'ils ont ça à faire pour dans 3 semaines, le logo à sortir, les trucs à imprimer, les machins pour un salon, pour un événement, et ils attendent le dernier moment. Et puis après, ils viennent te voir, ils te font, t'as vu, je suis un dieu, j'ai fait le truc en une demi-journée, mais je suis tellement fort. Et c'est terrible, parce que ils créent leur propre urgence, mais après ils sont leurs propres sauveurs. C'est-à-dire exactement. Ils se sauvent eux-mêmes de la situation dans laquelle ils se sont mis tout seuls comme des grands, mais ça crée un niveau de dopamine de malade. Ouais, c'est ça. En mode, mais je suis un super-héros, je suis Dieu. Je veux dire, et je trouve qu'il y a un cercle vicieux qui est rigolo quand on regarde ça avec un peu de distance, mais qui est terrible à vivre, parce que ils procrastinent pour préserver leur identité, leur estime d'eux-mêmes, pour pas donner le meilleur de soi, pour pas être jugé sur tout ce qu'on aurait pu donner. Ouais. Et puis ils réussissent quand même à faire le truc dans le timing, et donc du coup il y a une récompense, c'est ça. Il y a une récompense énorme. T'as procrastiné et du coup t'as quand même réussi à faire le truc au dernier moment. Waouh, t'es super fort, t'es génial. Du coup, pourquoi faire autrement la prochaine fois? Ouais, c'est ça. Et du coup, pardon, excuse-moi. Non, mais du coup, c'est ça. C'est-à-dire que t'as le bouclier, quoi. C'est-à-dire que si ça marche pas, de toute façon, on n'avait pas le temps, personne peut réaliser. Et puis si ça marche, je suis un dieu. Exactement. C'est exactement ça. Et puis, c'est se mettre en condition pour avoir une très, très grosse dose en peu de temps de récompense, quoi. Complètement. C'est-à-dire que d'un seul coup, les personnes qui sont un peu accros aux émotions, à la dopamine, comme on peut tous l'être, si tu fais ça, tu boostes tes niveaux de dopamine. Alors, ça n'est pas cette chronique, je le précise, n'est pas une invitation à procrastiner pour vous doper à la dopamine. C'est ça. Littéralement. Mais au contraire, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir dépasser tout ça. Les autres bienfaits ou les autres bénéfices secondaires de la procrastination, c'est aussi peut-être que le truc que j'avais à faire qui était tellement pénible, j'aurais pu le faire. Parce que bizarrement, quand on procrastine, les gens autour de nous, au bout d'un moment, ils savent bien qu'on va pas le faire. Ils nous connaissent, je veux dire. Donc, ils vont prendre le truc en main, ils vont gérer, ils vont le faire. Allez, hop, je le fais. Moi, ça me prend une demi-heure. Pouf, c'est plus sur la liste de machin. Et tout ça, ça veut dire que on a plein de bénéfices secondaires à procrastiner. Je me protège, j'ai une grosse dose de dopamine, j'ai plein de trucs que finalement j'aurais dû faire que j'ai pas à faire parce que soit le client n'a plus besoin, soit quelqu'un d'autre l'a fait à ma place, soit etc. Et tout ça, c'est un cercle vicieux qui va nous amener à procrastiner de plus en plus, surtout sur les choses qui nous embêtent, et c'est souvent comme ça que ça démarre.
Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à faire face à ce deuxième aspect, gérer le bénéfice? Gérer le bénéfice, je vais revenir un petit peu sur GT parce que finalement, c'est une méthode qui m'aide beaucoup à combattre la procrastination. Voilà, donc, dans GTD, il y a une dimension de prendre ses responsabilités. On a vu la dernière fois, c'est plus je dois le faire, mais je choisis. Et quand je choisis, je redeviens le pilote de ma Formule 1, je redeviens le pilote de mon Solex, peu importe le type de véhicule dans lequel vous vous imaginez, mais en tout cas, je reviens aux commandes. Et le procrastinateur, c'est ça dont il a besoin. C'est vraiment d'accepter et de se dire, ouais, quand j'ai une liste de choses à faire, c'est pas parce que je le mets sur la liste que je dois le faire. Et avoir ce recul par rapport à sa to-do list, on a tous des to-do list qui s'allongent à n'en plus finir. Mais avoir cette capacité de recul et de se dire, en fait, ça, c'est secondaire, c'est pas prioritaire, j'ai pas forcément envie de le faire, peut-être que il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire, peut-être que ce sera plus à faire, juste je le retire de ma liste. Et moi, j'ai créé une liste dans mon système GTD. J'ai créé une liste qui arrive juste avant ou juste après, un jour peut-être, qui s'appelle « Plus tard ou jamais ». Later or never. Et il y a tout un tas de tâches qui viennent parce que moi, j'aime pas avoir une liste de tâches trop longue. C'est-à-dire quand la liste elle est trop longue, j'ai l'impression que j'en ai des tonnes à faire et du coup, finalement, j'ai tendance à ne pas savoir par où démarrer, ne plus rien faire et ainsi de suite. Donc j'aime bien une réalité. C'est quand même une réalité, c'est que tu as quand même beaucoup de choses à faire. La liste j'ai n'est pas une liste inventée, on est d'accord. La liste n'est pas du tout inventée. La liste, c'est vraiment des choses que j'ai à faire. Et il y a une dimension de il faut que je les fasse, j'ai à faire, mais il y a une dimension de j'aimerais bien les faire. Ou plutôt, j'aimerais bien qu'elles soient faites. Ouais. C'est-à-dire, j'aimerais bien aborder ce rendez-vous en ayant préparé. Je sais que avec tel collègue, je peux m'en sortir sans avoir préparé. Mais j'aimerais bien avoir préparé, être fier de moi, avoir bien fait les choses. Et du coup, je peux me rajouter 15 actions dans ma to-do list. Ça, ce truc-là que tu viens de dire, ça me rappelle ce que dit David Allen. Il dit tout le monde aimerait bien avoir écrit un bouquin. Tout le monde déteste l'écrire. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, arriver à faire la part de choses et décider entre qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais qui n'est pas forcément nécessaire et qui va aller dans la liste plus tard ou jamais, dans ma liste, celle que moi j'appelle la liste plus tard ou jamais, et les choses pour lesquelles il faut vraiment que vous ayez fait quelque chose, préparé, et qui là demandent votre attention. Voilà. Et du coup, ça permet d'alléger. C'est toujours noté, c'est toujours quelque part. Donc, j'ai le côté que j'adore dans GTD de me vider la tête, de la capture, je sais que c'est noté quelque part, je sais que c'est dans mon système. Donc, si j'ai besoin de le retrouver, je peux le retrouver. Mais j'ai pas ce poids de la to-do list qui n'en finit plus et qui s'allonge et qui s'allonge et qui s'allonge. Alors, je voudrais pas être hors sujet, mais juste, est-ce que ton plus tard ou jamais, c'est une sous-catégorie d'un jour peut-être, ou est-ce que tu considères les deux listes différemment, et si oui, c'est quoi la nuance? Ou si tu veux, on en reparle dans un autre épisode. On peut en parler tout de suite. Ça. Ne repoussons pas à demain ce que l'on peut faire immédiatement. Voilà, bravo, tu as réussi le test, bravo. Pour moi, c'est deux catégories différentes. C'est-à-dire que la catégorie un jour peut-être, elle est vraiment importante parce que je vais la visiter régulièrement dans ma revue hebdo. Je vais y mettre les choses que j'aurais vraiment envie de faire un jour, peu importe que ça soit du voyage. Et c'est une catégorie qui est très créative, comme le dit David. C'est on ouvre les chakras et on s'autorise plein de choses. Et un jour peut-être que j'aimerais aller au Mexique ou faire ceci ou faire cela, apprendre une langue. Donc un jour peut-être ou lancer un projet. Elle est très importante, mais elle n'est pas anxiogène. Parce que c'est des choses que je m'autorise et je m'autorise de rêver, par exemple. D'accord. C'est la wishlist, quoi. Exactement. À l'inverse, la liste plus tard ou jamais, c'est une liste qui peut avoir tendance à être anxiogène dans le sens où c'est les choses que j'aimerais bien qu'ils soient faites. C'est exactement ton bouquin dont tu parlais il y a un instant. Se dire, je vais écrire un bouquin, ça peut être sérieusement anxiogène pour un certain nombre de personnes. Parce que, à moins d'écrire un e-book qui fait, un white paper e-book qui fait 5 pages, et encore que, on peut se dire, si je dois écrire un bouquin qui fait 300 pages, ça va être un boulot de malade, je vais jamais m'en sortir, etc. Eh bien, la liste plus tard ou jamais, c'est la liste qui contient toutes ces actions de j'aimerais bien avoir fait ça, j'aimerais bien que ça soit fait, mais si je suis honnête avec mes valeurs et mes priorités, c'est pas essentiel. Et je pense qu'il y a une dimension qui est super importante dans la dimension du procrastinateur, c'est que, et on verra ça certainement au prochain épisode, c'est qu'il n'est pas forcément connecté à ses vraies valeurs et à la vision de sa vie dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est-à-dire que si on lui demande, OK, mais t'es où l'année prochaine? T'es où dans 12 mois? T'es où dans 3 ans? C'est un peu flou.
et il sait pas bien où est-ce qu'il est. Et du coup, les priorités et les valeurs sont pas claires. Parce qu'une fois qu'on a nos priorités et nos valeurs qui sont extrêmement claires, le truc de ouais, j'aimerais bien avoir fait ça pour préparer mon meeting versus ça, c'est une vraie priorité. Je vais prendre un exemple qu'a donné Stephen Covey dans son bouquin Les 7 habitudes. Il dit à un moment, je fais une conférence avec plein de gens hyper importants et à la fin de cette conférence, il y a 2 personnes qui viennent me voir d'un cabinet hyper connu avec lequel j'aimerais beaucoup travailler et qui me disent Monsieur Covey, ça fait un petit moment qu'on vous suit, qu'on vous écoute. On a beaucoup aimé votre conférence, on aimerait vraiment travailler avec vous. On va aller dîner et pendant ce dîner, on vous propose de parcourir les différentes options, etc. Ok. Et pas de bol, ce soir-là, Stephen Covey avait prévu de dîner avec sa fille. Et sa fille est à côté de lui quand les 2 personnes lui proposent. Il a très envie de bosser avec ces personnes et il voit la tête de sa fille qui s'allonge de 6 pieds. Et pour lui, ça fait aucun doute. Il dit non, mais attendez, moi ce soir j'ai prévu d'aller dîner avec ma fille. Je suis désolé, mais dans mes priorités et dans mes valeurs, c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça que je vais faire. Et j'ai très envie de bosser avec vous, mais on peut en parler demain midi, on peut en parler demain soir, ça peut se faire, etc. Et il a ses priorités qui sont hyper alignées, hyper claires. Et ben le procrastinateur, le problème, c'est qu'il a un peu ce déficit, ce manque-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours bien connecté à ses priorités, à ses valeurs, et on reviendra dessus plus tard. Mais quand on est bien clair sur ses priorités et ses valeurs, et ben du coup, il y a plein de choses qu'on aimerait bien faire, et on est OK avec le fait de pas les faire. On est OK avec le fait de laisser de côté, de se dire, bah ouais, la vie est faite comme ça, je peux pas tout lire. Je veux dire, sinon je peux passer ma vie sur Facebook ou ma vie sur LinkedIn. J'ai de quoi m'occuper toute la journée, ou sur les Échos, ou sur le Figaro, ou sur le Monde, peu importe. J'ai forcément plein de choses à lire hyper intéressantes partout. Mais je suis obligé de faire le tri. Et le tri, il se fait quand on est connecté à ses priorités, à ses valeurs, là où on a envie d'être, la vie qu'on a envie de vivre. Et ça permet la liberté et l'autonomie de dire, bah ça, j'aimerais bien le faire. Bah non, je vais pas le faire. Et du coup, je le note parce que ça soulage. Je me vide la tête et je le mets dans ma super liste. Un jour, jamais ou plus tard ou jamais. Merci, plus tard ou jamais. Et que je vide régulièrement en disant, bah non, tout ça, c'est plus d'actualité. Ça dégage. Et en plus, je me sens bien quand je la vide. Et occasionnellement, je vais aller chercher un truc et dire, non, ça, je vais le faire parce que vraiment, là, pour le coup, ça a besoin d'être fait et c'est aligné avec mes valeurs. Voilà. Donc, deuxième piste. Excuse-moi, tu voulais intervenir? Non, ouais, je trouvais, à t'écouter, en fait, j'avais une réflexion que je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, en fait, puisque tu nous as dit dans l'épisode précédent, pas un paradoxe de ce que tu as dit, mais dans le process, que finalement, procrastiner, c'est être un peu tout le temps dans le futur. Enfin, en tout cas, pas être dans le présent, etc. Et en même temps, il y a un côté où on n'est pas visionnaire. C'est-à-dire que tout le temps dans le futur, mais en même temps, si je me dis dans 5 ans, dans 3 ans, j'en sais rien. Donc, je trouve ça un peu paradoxal. Je sais pas si ça... C'est hyper juste ton intervention. C'est être clair sur le futur pour pouvoir agir dans le présent. C'est-à-dire, tant que j'agis dans le futur, tant que j'essaie d'amener le futur dans le présent, c'est-à-dire, maintenant, je vais faire ce truc-là et ça va déclencher ci, ça va déclencher ça, waouh, c'est l'enfer. Ouais. Et ben, du coup, j'amène le futur dans le présent, je peux rien faire sur le futur, je peux pas agir sur le futur, je ne peux agir que sur le présent. Et du coup, ça développe mon niveau d'anxiété. D'accord. Par contre, si je sais très clairement, si j'ai une vision de là où je veux être dans 3 ans, dans 5 ans, je vais être beaucoup plus au clair sur les actions que je peux faire maintenant. Donc, je suis au clair sur le futur, mais il reste dans le futur. Je le ramène pas dans le présent. Super. Dans la méthode GTD, tu vois, c'est pareil, on peut faire un côté paradoxal comme ça, avec l'idée de je note mes projets et je vais me projeter sur qu'est-ce que je veux comme résultat du projet. Et ça peut être hyper anxiogène pour le procrastinateur qui se dit ouais mais il faut que j'ai fait tout ce projet, il faut que j'ai fait tout ça, etc. Oui, mais sauf que tu es obligé d'avoir la vision du projet, de voir le résultat, d'envisager le résultat souhaité pour pouvoir savoir quelle est ta tâche. Mais le truc que tu regardes au quotidien, si tu regardes le résultat souhaité, t'es foutu. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est la petite tâche que tu as à faire aujourd'hui. C'est clair. Voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours de démarrer par les listes de contexte, quoi. Exactement. Donc, je regarde le petit truc, le contexte que j'ai à faire aujourd'hui, le petit truc, et j'ai une liste qui est pas longue comme le bras. J'ai une liste de 3 trucs, 5 trucs, et je regarde que ça. Et je me concentre là-dessus. Ouais. D'ailleurs, les listes de contexte ou même par les zones de responsabilité, parce que parfois ça arrive. Il y a des gens qui, je sais que toi ça t'arrive de le faire, et il y a des gens qui font ça. Ils vont travailler pas par liste de contexte parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais parce que ça leur parle moins peut-être. Et puis ils vont prendre des responsabilités et se dire tiens je vais plutôt bosser aujourd'hui
dans ma sphère, je sais pas, commerciale ou dans ma responsabilité de parent, etc., etc., des choses comme ça. Mais à chaque fois, finalement, si c'est intéressant de ce que ce que je retiens de ce que tu dis là, c'est qu'en fait, à chaque fois, on est en tout cas pas dans le résultat à atteindre. C'est pas en démarrant sur le résultat à atteindre qu'on arrive à faire quelque chose finalement. Absolument. Tant que je vois le résultat à atteindre au quotidien, eh ben, je me rajoute du poids. Il faut que j'ai défini le résultat à atteindre pour savoir où est-ce que je veux aller. C'est comme le bateau qui met un cap. Il dit, bah voilà, je vais à 345 degrés ouest. Ouais. Et du coup, j'ai mon cap. Mais maintenant, si je passe mon temps sur la boussole, Ouais, je vais pas voir, je suis mort. Je vais pas voir l'iceberg, je vais pas voir le truc, etc. Mon quotidien, il est fait de donner du lest, border la voile, etc. Et je regarde la boussole régulièrement, mais pas tout le temps. Ah, c'est comme en voiture. Je sais que je vais à Nice, mais si je vais à Nice en regardant la carte, je suis à peu près sûr de prendre le premier panneau marqué Nice 650 km. Donc, je sais que je vais aller à Nice, mais je regarde la route et je regarde ce que je fais au quotidien. Et c'est là où le procrastinateur s'emmène un peu les pieds, où il confond la destination, tout ce qui doit être fait, avec ce que je vais faire au quotidien. Ouais. Ben moi, il y a une petite phrase qui me parle bien pour conclure cet épisode, et la différence entre l'objectif et ce que l'on fait dans l'action, c'est ne prenez pas la vie trop au sérieux. C'est pas comme si vous alliez vous en sortir vivant. Voilà. Donc oui, on a tous des objectifs, on a tous des choses qu'on a envie de faire, d'atteindre, et quoi qu'il arrive, le temps va passer. Donc concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant, sur une petite liste de choses, vous les prenez une par une, et vous allez voir, ça va avancer, et en plus, en y prenant du plaisir. Sur ce, rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup Geoffrey. Productif et Ferin, c'est fini pour aujourd'hui. Productif et serein, pas Ferin, on est serein. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à aller sur le forum. Donc, comment je pourrais dire ? Ah oui, c'est ça. Choisissez d'aller sur le forum et décidez dès maintenant de nous laisser un avis, de cliquer, de liker, ce genre de choses. Et on se retrouve au prochain épisode pour la suite donc de cette série sur la procrastination. À bientôt.